Bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Propos sur le fantastique. Aujourd'hui, en remplacement de Michel Robert, moi-même, Martin Sauvageau, je vais animer l'émission. Aujourd'hui, nous avons comme invité Michel Boulet, qui est ex-assistant gérant d'une chaîne de cinéma québécois réputée, et puis qui est maintenant gérant d'un club vidéo à Montréal. Bon, Michel, j'aimerais te poser comme question, qu'est-ce que tu penses du cinéma fantastique aujourd'hui? Ce que je veux dire, c'est comparativement au cinéma d'hier, est-ce qu'il est mieux, est-ce qu'il est mauvais? Et puis s'il est mauvais, qu'est-ce qu'on devrait faire pour l'améliorer? C'est pas qu'il est mauvais aujourd'hui comparativement au passé. La question est que dans les années 30 et 40, c'était atmosphérique. Et puis, bon, on était saucé dans la Deuxième Guerre mondiale, alors un rien faisait peur au monde. Tandis qu'aujourd'hui, mais là, on est axé surtout sur le sang. Les maquillages explicites, les estomacs ouverts. Je sais pas, je pense qu'on devrait plutôt changer de cap. On devrait plutôt s'en aller vers l'atmosphérique comme dans les années 30 et 40, mais en y mettant un peu de choc, et puis je sais pas, encore du sang, mais tout de même pas seulement que ça, parce que là on est rendu au bout, on fait seulement que ça, il n'y a plus rien à montrer de plus. Bien, on parle de ça, mais je veux dire, il y a une affaire qu'il faudrait se rappeler un peu, c'est que celui qui nous a amené le gore, qui est un terme pour expliquer exploitation à grand flot de sang, celui qui nous a apporté le gore, ça serait un peu Alfred Hitchcock avec son Psycho en 60. Oui. Parce que moi t'interromps, c'est la première fois qu'on voyait une scène live un peu où Janet Leigh se faisait assassiner sa douche. Puis c'était pas à tous les jours qu'on montrait ça. La plupart du temps, les réalisateurs tentaient de nous montrer ça un peu par la suggestion, autrement dit. Oui, mais la différence, c'est que dans Psycho, on voit Janet Leigh qui se fait assassiner naturellement, même qu'on entend les coups de couteau. Mais on voit pas vraiment le couteau rentrer dans l'estomac de Janet Leigh, là. L'effet photographique est tellement bien fait que, même qui est tellement atmosphérique avec la musique derrière qu'on voit pas le couteau rentrer. Mais on entend. Mais tu penses-tu que si Alfred Hitchcock aurait eu les moyens, je veux dire, si dans le temps, il n'aurait pas avoir les moyens qu'on puisse voir le couteau rentrer, penses-tu qu'Alfred Hitchcock nous l'aurait montré? Ah, ça, c'est des comparaisons trop faciles à mon goût. Je pense que c'était dans le temps, c'est comme ça. Je pense qu'il suivait l'époque, il ne pouvait pas aller trop loin parce que ça aurait fait quand même un émoi terrible dans le monde. Je prends comme exemple, si on veut parler de scènes qui étaient quand même assez terribles, mais où est-ce qu'on voyait rien? C'est dans The Body Snatchers en 1946 avec Karloff et Lugosi. Je sais qu'à un moment donné, Karloff a tué une jeune fille, une chanteuse sur la rue, et puis on voit rien. Mais on entend le cri de la jeune fille. Ah, OK. C'est quand même horrible. Je crois qu'on entend tout le bruit du coup sur la tête de la jeune fille. Oui, tu as complètement raison, on entend le coup sur la tête, la fille, là. Mais on voit rien. Ça, c'était vraiment l'effet de Val Newton. OK. Et puis, je veux dire, on parle du cinéma d'aujourd'hui, on parle qu'il y a une facilité dans le gore. Je veux dire, si on regarde la saga des Friday the 13 ou Prom Night, tous les films récents où ce qu'on appelle, en termes communs, un psycho killer, autrement dit, quelqu'un qui va tuer le monde point de vue vengeance. La plupart du temps, ce gars-là est souvent invincible. Est-ce qu'il reste encore du bon cinéma aujourd'hui? Ah oui, mais là, il ne faut quand même pas exagérer. Toujours dans le fantastique, toujours dans le fantastique. Oui, naturellement. Il y en a moins. Depuis 3 ans, je pense qu'on se cherche. On attend des productions genre Halloween ou The Thing. On n'en a pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que les petits budgets s'en vont dans le domaine du vidéo. Ils trouvent le chemin, au lieu d'aller dans le circuit de salle, ils s'en vont dans le vidéo. C'est dommage parce que faudrait pas que les producteurs cherchent quand même un moyen de se débarrasser de leur film sur un écran de 26 pouces. C'est sûr. Ce serait quand même assez dommage. Mais on devrait s'attendre à de bonnes choses dans les années qui s'en viennent. Parce que je veux dire, juste on regarde les années passées, je veux dire, sans reculer plus loin que 76, 77, on a quand même eu des bonnes choses. Jaws de Spielberg, qui est un excellent film. Qui était très bien. Et si on regarde Halloween, je veux dire, je veux pas parler de ses prédécesseurs, mais Halloween, le premier de Carpenter, je veux dire, reste un peu un classique. Il y avait des éléments fantastiques, oui. Je veux dire, ça reste quand même, c'est jugé comme étant un film d'horreur, même si, je veux dire, il n'y a pas de monstre nécessairement, mais il y a toujours l'élément du psycho killer qui tue par vengeance. Mais, comme on en a déjà parlé, ce qui est fun avec Halloween de Carpenter, c'est que il n'a pas exploité l'effet gore qu'on voit surtout dans les films qu'on a aujourd'hui, parce qu'il aurait eu les moyens de le faire. Même si c'est un petit budget, il aurait quand même eu les moyens de le faire. Si on regarde un film comme Evil Dead, qui est vraiment un budget minuscule, mais c'est du gore du début à la fin, sans être non plus un mauvais film non plus. Non, la caméra est très intelligente, naturellement, dans Evil Dead. C'est fait par des amateurs, en 16 mm gonflé en 35. Alors, je pense qu'on devrait
on aurait intérêt à s'en aller dans ce domaine-là au lieu de s'en aller dans une espèce de réalité comme Friday the 13, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, là, qui devient quand même assez... populaire. Oui, c'est populaire, c'est sûr. Malheureusement, oui, c'est sûr. Mais ça fait rien. Il y a d'autres domaines qu'on devrait toucher, qu'on va toucher dans les années à venir, j'en suis sûr. Puis je veux dire, juste si on regarde ce qui s'en vient prochainement, il y a comme un film d'un nouveau venu, Neil Jordan, qui va s'appeler The Company of Wolves, qui devrait sortir en salle malheureusement seulement qu'en français, parce que les droits de distribution, on ne peut pas avoir lieu en anglais. Mais si on regarde grosso modo l'histoire un peu, c'est que c'est une fille, elle a des cauchemars, et puis à un moment donné, elle rêve que ses habitants se transforment en loup-garou, et puis elle s'aperçoit à un moment donné que ses rêves deviennent réalité. On s'éloigne un peu du méchant psycho-killer qui veut tuer tout le monde. Et puis, j'ai vu des séquences du film, puis, OK, il y a des séquences de transformation, mais il n'y a pas de séquences cruelles en tant que telles. Ouais, Il n'y a personne qui se fait inventer quoi que ce soit. Oui, c'est ça, on retrouve l'élément fantastique qui est quand même magique. Il n'y a rien de réel là-dedans, là. Je veux dire, on va aller au cinéma, puis on ne se fera pas peur par après en se faisant attaquer sur la rue. Ça reste fantastique là, sur l'élément comme tel. Puis ce qui me fait rire un peu là-dedans, c'est que je me souviens quand j'avais été voir Halloween, le premier, que j'adore, comme on l'a dit tantôt, mais c'est la première fois que je sortais d'une salle et puis que j'étais un peu nerveux en sortant de la salle, je veux dire, parce que John Carpenter avait lancé avec Halloween ce qu'on appelle en anglais des stinger, autrement dit, un effet de saut, mais qui comprend l'image puis la musique, autrement dit. Donc, qui était quand même assez intelligente. C'est justement, puis que je veux dire, plusieurs réalisateurs sont basés d'après l'effet qu'a créé Carpenter. Puis je me souviens quand je suis sorti de la salle, je veux dire, j'ai marché très vite pour me rendre jusqu'au métro, chose que je fais jamais quand je vais voir un film d'horreur. Puis ce qu'on disait, c'est que l'élément n'est pas mauvais en tant que tel, sauf que quand on va voir, comme on disait tantôt, des films comme Friday the 13, 2, 3, 4, je veux dire, il y a l'effet de sirène, l'effet de Stinger, comme je disais tantôt, qui est tout le temps là, sauf que maintenant, contrairement à Carpenter, on sait qu'il va l'avoir. Je veux dire, à un moment donné, on peut prévoir qu'il y a un effet comme ça qui s'en vient. Puis, on va dehors, on n'est pas vraiment, j'ai pas vraiment le même stress que j'avais quand je regardais Halloween. Je veux dire, parce qu'il y a trop d'exploitation de sang, il y a trop de, excusez-moi le terme, de dégueulasserie gratuite là-dedans, qui n'a pas le même effet que Carpenter va avoir avec Halloween. Oui, c'est ça, ça reste pas seulement le sang là, dans Halloween, il faut quand même laisser de côté. On parle pas du deuxième, on parle pas du deuxième. Non, on parle du premier naturellement, faut pas confondre. Là. Il y a l'élément de caméra, il y a Jamie Lee Curtis qui est merveilleuse, tu la regardes, puis tu as peur. Tu as Donald Pleasance qui quand même, qui donne un très bon... qui était quand même très bon dans le rôle du docteur. Il est merveilleux. T'as Carpenter qui est en arrière de ça. T'as une production qui est... je me rappelle plus de qui au juste, là, qui... c'est une jeune femme. Deborah Hill, c'était pour le... Oui, Deborah Hill, c'est vrai. J'ai quand même produit les deux autres par après. Carpenter s'est quand même délaissé pour les deux autres. Mais Halloween 1 est un culte. C'est quand même un grand classique qui va rester pour longtemps. Parce que Halloween 1 n'empêche que c'est un des films que je regarde encore, puis que je veux dire, je ne m'attendrais pas à le regarder. Contrairement à un film comme, ça dépend des opinions, mais contrairement à un film comme Cat People, le dernier de, je me souviens pas du réalisateur au juste, en 82, ben ça, c'est vu une fois, ça suffit. Mais Halloween, je peux toujours regarder ça un peu comme The Thing, qui est encore là de John Carpenter, des films comme ça qu'on peut se regarder, puis sans jamais se lasser non plus. C'est ça, c'est parce que c'est fait intelligemment. Tu as de bons acteurs, de bons vétérans, un bon réalisateur, bonne caméra, bons effets spéciaux. Alors c'est ça, t'es pas juste axé sur, je sais pas, de la dégueulasserie, comme on disait tout à l'heure, là. C'est ça, tu as un élément de tout qui en fait un film intelligent. Mais pour revenir à notre sujet de tantôt, on parlait du cinéma d'antan. Qu'est-ce que tu aimais du cinéma d'antan? Je veux dire, qu'est-ce qui t'ennuie du cinéma d'antan? Je veux dire, est-ce que le fait que les acteurs étaient, je veux dire, étaient accrochés à un rôle ou à un style de film? Ou, Je m'ennuie du noir et blanc qui donnait de l'atmosphère au film. Je m'ennuie des acteurs stéréotypés, parce qu'aujourd'hui, il n'en a plus. Non, c'est un fait. Les seuls qui sont stéréotypés aujourd'hui, c'est ceux qui l'aidaient dans le temps. Je parle de Price, de Cushing, Lee, Carradine. Dans ce temps-là, tu avais des gars qui étaient stéréotypés. Il y en a certains qui aimaient l'air, il y en a certains qui n'aimaient pas l'air. Il n'y avait pas le choix. C'était les seuls rôles qui étaient quand même, qui lui étaient donnés de jouer. Mais que c'était, ces gars-là aimaient jouer l'horreur, aimaient donner des frissons au public dans les salles de cinéma. Puis ils donnaient vraiment bien, c'est ça, je manque l'atmosphère, le noir et blanc, la caméra du temps. C'est ça, ça nous manque aujourd'hui. C'est vite fait, puis ça s'en va sur le chemin de vidéo.
Et puis, si on pense, je veux dire, on parlait tantôt des acteurs, je veux dire, ceux qu'on appelle maintenant les dinosaures, parce que c'est encore les seuls survivants de cette race d'acteurs-là. Je veux dire, ce qui est dommage et tout, c'est qu'aujourd'hui, quand on essaie de les réunir, toutes les quatre, ben, le résultat est bon, mais auprès du public est décevant. Comme si on regarde House of the Long Shadow, qui a duré seulement qu'une semaine en salle à Montréal, ce qui m'a déçu beaucoup. Film que j'ai vu la première journée qu'on est vu ensemble. Je veux dire, on est vu ensemble, puis je veux dire, ce qui était dommage, c'est les réactions du public face à face au film. Il y en a qui riaient, puis il y en a qui trouvaient ça trop théâtral, mais c'est quand même de l'art. C'est ça, ça reste des grands noms de l'horreur. Aujourd'hui, t'as plus ça, t'as plus de noms qui sont rattachés. T'as Jamie Lee Curtis qui a fait les Halloween, de Fog et compagnie, là, qui s'est retirée, puis même elle condamne maintenant le domaine qu'elle a excellé dans le temps. T'as plus de Chaney, t'as plus de Karloff, c'est fini, je trouve ça de valeur. Il me semble que dans le temps, tu savais qu'il était pour sortir au moins 2-3 films par année de ces acteurs-là. Au moins, à cette heure, ce qui nous console, c'est qu'au moins, on a des réalisateurs qui spécialisent dans un genre de film. Ah oui. Il n'y a pas d'acteurs, mais si on regarde des gars comme George Romero, David Cronenberg ou John Carpenter, qui commence à dévier un peu, mais qui a toujours l'âme d'Halloween. Tout de même, son Starman qui reste grandiose. C'est sûr. C'est très bien fait. Puis je veux dire, encore des réalisateurs, on a plein, Wes Craven, Larry Cohen, avec son nouveau de stuff qui devrait sortir d'ici une couple de semaines ou de mois, mais très prochainement, mais qui ont toujours le goût de faire du cinéma d'horreur. Même si on n'a pas des acteurs, au moins on a toujours les mêmes réalisateurs. Au moins, quand je vais voir un Romero, je suis sûr de ne pas être déçu au moins, parce que je sais à quoi je m'attends avec ses Night puis Day of the Dead, qui devrait arriver justement d'ici l'été 85 à peu près. Ben, au moins, il me fait voir ce film-là, je ne serais pas déçu parce que je sais un peu à quoi m'attendre. Il y a toujours le même duo Romero puis Savini qui est plus spécialisé dans les maquillages par exemple, mais au moins on sait à quoi s'attendre, on n'a pas de mauvaises surprises, parce qu'avec Romero, j'ai jamais eu vraiment de mauvaises surprises. Carpenter non plus. Si on regarde les films qu'il a fait jusqu'à présent dans le domaine du fantastique plus de l'horreur, on regarde Halloween, on regarde The Fog, The Thing, Christine, qui sont des films qui ont bien marché au box-office. C'est bien réalisé, une belle caméra, comme tu disais. Il y en a beaucoup qui prennent le chemin de la vidéocassette, par exemple, dans ces films-là. Parce que, je sais pas, en salle, rapporteront pas ce qui a coûté de le faire. C'est pour ça qu'ils prennent vite le chemin de la vidéocassette, qui vont quand même... Puis si on regarde, malheureusement, c'est comme là, il y a un certain réalisateur dont le nom m'oublie, je pense, en famille, c'est Goldwyn, mais qui réalise seulement que des films en vidéocassette. Comme là, il y a une couple de mois, il y en a un qui s'appelait The Visitors, qui est sorti en vidéocassette, puis excusez-moi l'expression, puis je m'excuse auprès des gérants de clubs vidéo, mais qui est absolument pourri. Il y a beaucoup d'autres films et tout qui sortent exclusivement pour vidéo, et qui sont malheureusement, ok, c'est des efforts, mais qui sont malheureusement... qui valent pas leur chandelle, autrement dit. Mais ce qui est le fun et tout, on parle toujours du marché de la vidéocassette, c'est que il y a certains producteurs qui, pour certaines raisons plus ou moins que d'autres, on peut plus sortir leur film en salle ici, mais qui décident de sortir en vidéocassette. Comme là, comme j'ai dit la semaine passée, il y a Chud qui est sorti il y a une semaine, film qu'on n'a pas eu en salle ici, mais qui est sorti en vidéocassette. Puis un film que j'ai pas trouvé brillant, mais qui est un bon film, qui est un film à louer. Mais c'est mieux qu'ils prennent le chemin de la vidéocassette ou qu'ils prennent le chemin devant rien. C'est comme là, il y en a un qui s'appelle Martin, en français Mutant, qui est jamais sorti en salle ici, puis qui sort en vidéocassette c'est à peu près le mois de mars ou avril, qui est un excellent film d'horreur, puis qui est un film qui devrait en réjouir une couple comme nous autres. Je veux dire, parce qu'au moins on peut pas les avoir en salle, mais au moins on peut l'avoir sur, comme tu disais, sur une 28 pouces. Ce qu'on manque aussi, c'est il n'y a pas assez de production là, venant de nos réalisateurs et de producteurs. Je pense à Toby Hooper, ça fait longtemps qu'on n'entend pas parler. Ça va aller à un film à tous les 2 ans, qui, dans les années 70, ça allait à un film par année. C'est ça qui nous manque aussi. C'est un fait. Mais tantôt, je parlais de vidéo, je voudrais spécifier en passant, c'est que la semaine prochaine, on va avoir une grosse partie de l'émission qui va être centrée sur les films qui sont disponibles, les films fantastiques et d'horreur qui sont disponibles présentement en vidéo, ce qu'il faut louer, ce qu'il faut se méfier, puis ce qu'il faut pas prendre du tout. On en parlera plus la semaine prochaine avec Richard Robert. Mais pour revenir à ce qu'on parlait, est-ce que tu crois que plus tard, je veux dire, selon toi, de toi qui travailles dans un club vidéo, qui est gérant d'un club vidéo, bien reconnu dans l'Est de la ville, est-ce que tu penses que le cinéma, présentement, puis prochainement, est-ce qu'il va se stabiliser ou descendre? Je parle toujours du cinéma d'horreur ou bien non remonter, tout dépendant, parce que tu as plus les statistiques de films qui sortent que je peux les avoir moi.
Bon, là, ce qui va arriver, c'est que si il faut qu'ils stabilisent, il va falloir que les petits budgets deviennent bien faits. Qu'ils ne prennent pas les chemins de la poubelle, si on veut. Non, faudrait pas. C'est quand même assez vite, là. Mais on parle de Visitors ou de Driller Killer, Astro Zombies, là, qui sont quand même assez affreuses, excusez-moi le mot. Mais si on s'en tient à des Chud, des Halloween typés, là, on devrait être en voie d'avoir des bonnes choses. Mais il faudrait qu'on s'en tienne quand même à de bons petits budgets. Ce que j'allais dire par Halloween typé, c'est qu'on exclut les Friday the 13 et tout ça, parce que là, on regarde... C'est le premier que je trouve quand même assez Le premier, oui, mais le deuxième, qui est la répétition, je trouve que les meurtres changent, mais le scénario est toujours le même. Des gens qui s'en vont dans le bois en campagne, qui sont tués par le méchant Jason. Et puis, on parlait tantôt d'Halloween, d'Halloween typé, je veux dire, comme là, une couple de semaines qui s'en vient, ce qui est un petit budget qui s'appelle Sleepaway Camp, c'est toujours à peu près le même scénario. C'est sûr que ça revient, mais c'est un peu décevant pareil, mais n'empêche que ça peut avoir des psycho killers puis des films d'horreur en cachette, on va y prendre. C'est naturellement. Excusez-moi. Vaut mieux ça que rien du tout. Là. Naturellement. Toi, je veux dire, avant d'être assistant gérant d'un cinéma, tu faisais partie d'un club de musiciens, je pense, c'est Slick and the Outlags, mais si tu as délaissé le groupe, c'est-tu par amour un peu au cinéma fantastique? Oui, mais de toute façon, il y avait pas réellement d'avenir pour moi là-dedans. C'était pas vraiment stable financièrement, de toute façon, mais ça date de vraiment de jeune âge, là, mon amour pour le cinéma, ça date de 5 ans. J'avais l'âge de 5 ans, puis j'étais assis devant un téléviseur noir et blanc en regardant Frankenstein 31, puis là, ça m'a vraiment chatouillé pendant 20 ans par après. C'est pour ça que je garde ces films-là en amour, comme personnellement. Ça fait beaucoup d'années que ça intéresse au cinéma fantastique, c'est pas d'hier. Non, c'est pas d'hier, ça fait longtemps. Tu dois être un acheteur invertébré de... Non, je collectionne les cassettes. Les cassettes vidéo, les vidéocassettes, je les collectionne, là, les films rares surtout, là. Les vieux films. Il y en a qui sortent sur vidéocassette quand même assez vite, qu'on peut rechercher dans tous les clubs ou les distributeurs connus. C'est justement des titres qu'on peut avoir comme le premier de Thing ou Invasion of the Body Snatchers, le premier, que je parle de Dan Siegel. On peut avoir Frankenstein 31, Dracula 31. C'est juste qu'il faut savoir chercher, puis c'est pas n'importe quel non plus qui les achète. C'est pas parce que quelqu'un n'achète pas, c'est parce que c'est pas nécessairement parce que c'est un mauvais club, c'est juste que peut-être que le film est discontinué ou est plus dur à avoir. Ou bien non, qui est pas populaire dans le quartier où est-ce que le film est... C'est justement parce qu'il y a un fait, comme tu dois le savoir, c'est que ces films-là sont plus privilégiés dans l'ouest de la ville. Oui, oui, ils sont plus privilégiés, c'est un fait. Parce que c'est quand même anglophone. OK. On disait que tu étais gérant dans un club vidéo, un club vidéo de l'est de la ville. Tu vois les clients qui viennent, tu vois les clients qui loosent les films vidéo fantastiques, les films, excusez-moi parce que c'est le nom de la place, qui loosent les films d'horreur. Est-ce qu'il y a un genre de personne, est-ce que je veux dire, est-ce que une personne va seulement prendre des bons films ou peut prendre un peu n'importe quoi? Je veux dire, est-ce qu'il y a des bons connaisseurs dans... Il y en a des bons connaisseurs certains, mais le monde est porté plus vers des films comme Pieces, si on veut. Le sang, je veux dire, quand même assez explicite comme maquillage, c'est ça là qu'on recherche. Le sang. On se cachera pas que Pièce, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais c'est quand même un film qui fait d'énormes recettes du point de vue vidéo. Ah, oui, même, on parle entre autres de 2000 Maniacs, si on veut. Herschel Gordon Lewis, je pense. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Master of the Gore, on l'appelait. Ah oui. Il y a Maniac. De Tom Savini avec Joe Spinell, je pense. C'est bien ça. J'ai pas le nom de réalisateur malheureusement, mais qui est un bon petit psycho killer. Oui. Qui fait changement, je voudrais en parler un peu, qui fait changement des autres psycho killers. Autrement dit, l'histoire est axée un peu sur ce que on appelle le gars par un psycho killer. Le film est axé sur qu'est-ce que le psycho killer pense, comment est-ce qu'il réagit chez eux. Il n'y a pas l'enquête policière et puis les indices, puis les faux accusés, mais c'est seulement que dans la vie du psycho killer. Autrement dit, on voit qu'est-ce qu'il pense, puis on voit qui c'est qui tue, de la façon qu'il tue. OK, les maquillages sont beaux, parce que c'est Tom Savini, celui qu'on parlait tantôt, l'assistant de Jean-Jean Romero. Mais Maniac, si vous l'avez dans un club vidéo, vous pouvez le prendre. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas un mauvais film non plus, comme Astro Zombie puis d'autres titres qu'on pourrait nommer, mais qu'on n'aimera pas ici. Il y a Evil Dead, je pense, qui mène la barque dans le vidéo. Après, je pense, 1 an de release sur vidéo, là, de sortie, qui mène encore la barque. C'est lui qui est le plus loué, le plus recherché, avec Pieces.
Mais Evil Dead... Mais on peut pas vraiment faire de comparaison entre Evil Dead et Pieces, faut dire. Non, mais ce sont quand même les deux films les plus recherchés, sanglants, les plus sanglants. Les plus loués en vidéocassette. À date, dépendamment des secteurs, là. Mais en gros, ce sont ces deux films-là qui sont les plus recherchés, les plus loués. OK. J'aimerais prendre le restant de l'émission. Je te remercie, Michel, pour C'est moi qui te remercie, l'interview. Martin. Merci. J'aimerais prendre le restant de l'émission, si vous me permettez, pour vous parler des productions qui se font présentement, point de vue cinéma. Qu'est-ce qui va sortir et tout d'ici fin 85? Je vais y aller brièvement. On n'a pas de séquence ni de photos parce qu'ils ne sont pas disponibles, mais je vais vous faire un court chemin en vous disant le nom du réalisateur et puis le nom des comédiens qui vont faire partie des productions qui s'en viennent. Pour l'été 85, il y a un film qui s'appelle The Stuff. Ça va être réalisé par Larry Cohen. On en a parlé tantôt, Larry Cohen qui a réalisé It's Alive, qui est un excellent film d'horreur. Qui va mettre en vedette Michael Moriarty, qui est l'acteur de A Brother from Another Planet, et puis qui va mettre en vedette aussi Scott Bloom, qui est moins connu, mais qui s'avère comme étant un bon film. L'histoire, grosso modo, c'est que c'est un nouveau produit qui est sorti sur le marché, une espèce de nouveau dessert à base de yogourt, et puis qui va avoir des effets un peu nocifs sur les personnes qui vont en manger. Un autre film et tout qui s'en vient, comme j'en ai parlé tantôt, c'est The Company of Wolves, qui va sortir en français d'un salle sur le titre de La Compagnie des Loups, qui est, comme j'ai dit l'histoire tantôt, la jeune fille qui a des cauchemars, qui rêve que ses voisins font des actes un peu barbares, qui se transforment en loup-garou, et puis qu'elle s'aperçoit à un moment donné que c'est pas nécessairement des rêves, que ça devient réalité. Ça s'en vient d'ici une couple de semaines, ça va être en français. C'est réalisé par Neil Jordan, qui aurait réalisé, je pense, la suite d'un film qui s'appelait Angel, qui s'appelle Revenge of Angel. Et puis, ça va mettre en vedette David Warner, qui a été très connu pour le film des Homeland, qui jouait le rôle du photographe. Ce qui s'en vient et tout, c'est, on s'y attendait, une suite à Ghostbusters, qui devrait mettre en vedette Eddie Murphy, mais ça, il n'y a rien de concret vraiment, c'est juste des petites rumeurs qui circulent d'un bord à l'autre, mais aussitôt qu'on a des nouvelles, on vous en parle. Et tout, le prochain film de David Lynch, contrairement à ce qui avait été dit, les Messies de Dune ne seront pas réalisés tout de suite, c'est Blue Velvet. C'est un film de science-fiction, ça va être réalisé par David Lynch, encore produit par Dino De Laurentiis, qui va mettre en vedette Kyle MacLachlan, qui n'est pas du tout connu, mais ça, aussitôt qu'on a des nouvelles, on vous en parle au fur et à mesure. Une suite à The Howling, qui s'appelait en français Hurlement, qui va s'appeler The Howling 2, qui est réalisé par Philippe Mora. Philippe Mora qui a réalisé The Beast Within, qui va mettre en vedette Sybil Downing. Downing, c'est ça, celle qui a joué dans Conan the Destroyers, et puis un couple de films érotiques qui est plus connu pour ça, et puis pour la série à télévision V, qui fait le rôle d'une extraterrestre. Et puis, on met tout en vedette, le grand Christopher Lee. L'histoire, grosso modo, c'est supposé être la sœur et le frère de la fille qui se transforment en loup-garou à la fin du premier des Howling, qui vont sur la colonie de vacances, et puis on connaît un peu la suite. Une suite à Poltergeist et tout, qui va s'appeler Poltergeist 2, The Other Side. On n'a pas de nom d'acteur ni de réalisateur, mais ça s'en vient d'ici l'automne 85. On a tout un film qui va s'appeler Cocoon, en français qui dirait Cocon. Réalisateur, c'est Ron Howard, celui qui a réalisé Splash. On n'a pas de nom d'acteur encore. C'est un film de science-fiction style Alien un peu, mais aussitôt qu'on a des nouvelles, comme je vous l'ai dit tantôt, on vous en parle. Il y a Total Recall, le prochain film de David Cronenberg, qui va être encore produit par Dino De Laurentiis. Le tournage commence mars 85, ça devrait être sur les écrans montréalais d'ici à peu près janvier 86, mais on devrait avoir plus de renseignements lors de la prochaine émission. Et tout Titan Find, qui est le nouveau titre d'un film qui s'appelait Space Empire, le prochain film de Toby Hooper qu'on parlait tantôt, qui va mettre en vedette Klaus Kinski, qui est le père de Natasha, et puis Yaphet Kotto, qui avait joué dans Alien, qui faisait le rôle du noir. Il y a Goonies, un film produit par Steven Spielberg, réalisé par Richard Donner, Richard Donner qui avait réalisé des Homeland puis Superman, je pense que c'est le deuxième, ou le premier, qui va mettre en vedette Kiwi Kwan, qui jouait le rôle de Short Round d'Indiana Jones, Sean Astin, le fils de Patty Duke Astin, et puis John Rollins, le fils de James Rollins. Ça devrait sortir pour l'été 85, ça aussi. Aussi, qu'est-ce qui s'en vient, c'est Neon Maniacs, un petit film style qui me fait penser un peu à 2000 Maniacs, des petits films comme ça, plus bons ou plus mauvais, mais on peut rien dire parce que c'est pas encore arrivé. Ça va être dirigé par Joseph Mangine, qui a réalisé à date Alligator, Squirm, qui est un film de vers de terre, puis Sword and a Saucer.
une suite bien attendue à Road Warrior 2, qui va s'appeler Road Warrior 2 ou Mad Max 3. Le titre définitif n'est pas encore choisi. C'est réalisé encore là par George Miller. Et puis ça va mettre en vedette Mel Gibson dans le rôle titre. Bruce Spence qui faisait le rôle de l'espèce de pilote d'hélicoptère dans le deuxième. Et puis Tina Turner, la chanteuse, oui, elle va jouer là-dedans. L'histoire, grosso modo, c'est supposé être Mel Gibson qui va s'occuper d'une gang de Feral Kids. Les Feral Kids, c'est les jeunes enfants qui avaient, l'espèce de petits enfants qu'il y avait dans le deuxième. Ça devrait être pour les écrans pour septembre 85. Remake du film The Bride of Frankenstein, qui va s'appeler The Bride, qui est réalisé par Frank Robbins, qui a réalisé un film qui s'appelait The Lord of Disciple, et puis qui va mettre en vedette Sting, qui est vedette de Dune, et puis de Brimstone and Trickle, et puis Jennifer Beals, qui était l'héroïne de Flashdance. Et puis il y a eu tout la grosse, ce qu'on attend beaucoup, c'est Star Trek 4. Il y avait eu des pourparlers qui disaient que peut-être que William Shatner ne pourrait pas être dans le casting, mais il reprend le rôle de l'admiral Kirk avec Leonard Moore. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Et puis, on se revoit la semaine prochaine avec la présence d'Yves Robert, Richard Robert, on l'espère. Alors, à le nom de notre réalisateur effacé Yves Deligne, je vous souhaite une bonne semaine et un bon cinéma.